Et c'est l'heure de la science pour cette nuit de Shavuot dédiée au thème de la vérité. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir ce soir avec nous sur le site JM Beaugrenelle Cédric Villani pour nous parler de la vérité mathématique. Qui mieux que lui, professeur de l'université Claude Bernard de Lyon, lauréat de la médaille Fields en 2010, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie pontificale, ayant siégé au Conseil scientifique de la Commission européenne de 2012 à 2017, dirigé l'Institut Henri Poincaré à Paris de 2009 à 2017, médaillé Fields, député de l'Essonne, président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et siégeant au Conseil du 14e arrondissement parisien pour nous parler de la vérité en mathématiques et éventuellement de ce qu'on va en faire aussi, nous, en tant que citoyens. Il placera son intervention sous le slogan du sceau de l'Institute for Advanced Studies de Princeton, Truth and Beauty. Gageons que c'est un véritable banquet d'idéal que Cédric Villani nous invite et je voudrais le remercier tout particulièrement parce que cela fait 2 fois en quelques semaines que Cédric Villani répond présent pour Judaïsme en mouvement. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez lire notre numéro 4 de Schéma qui est sorti pour Pessar ou qui porte sur la thématique de la vision et des visionnaires. Et Cédric Villani, il développe une merveilleuse tribune sur la vision des mathématiques. Cédric Villani, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Yael Hirsch. Merci beaucoup aux organisateurs, à Judaïsme en mouvement pour cette belle nuit de Shavuot. Merci de m'avoir invité pour parler d'un thème qui est cher au cœur des mathématiciens et des mathématiciennes, la vérité. On va parler ce soir de cette vérité, on va en parler sous l'angle particulier qui concerne la mathématique et sa sœur très proche qui est la physique, dans sa branche théorique en tout cas. Et je vais lancer la discussion avec un t-shirt qui évoque des doux souvenirs à mon cœur. Je pense que vous voyez le t-shirt. Ici, c'est un t-shirt de l'Institute for Advanced Study à Princeton, fondé en 1930. Truth and Beauty, la vérité et la beauté, c'est le slogan. Pour la beauté, c'est une femme nue et un brin austère. Pour la vérité, elle est plus apprêtée. Et ce qui est sûr, c'est que ces slogans s'appliquent parfaitement à cet institut. L'Institute for Advanced Studies, c'est un peu le Graal de la mathématique et de la physique théorique. Il a été fondé autour d'Albert Einstein. Encore aujourd'hui, il abrite les plus grands colloques et les plus grands noms de la discipline. Quand vous arrivez dans cet institut, ce qui vous saute dessus, c'est cette idée sur laquelle, là, vous allez pouvoir vous consacrer ici à l'objet de l'étude, de la recherche. Au début, c'était uniquement en mathématiques et physique théorique. Ensuite, ça s'est agrandi à d'autres thèmes. Et recherche de la vérité, bien sûr. Recherche de la beauté en sciences également. 2 thèmes d'ailleurs, vérité et beauté, qui ont traversé toute la réflexion d'Einstein, aussi bien en tant que scientifique qu'en tant que philosophe. Je vais commencer par parler un petit peu de ces 2 thèmes. Et la vérité, bien sûr, on s'attend bien à ce que ça soit quelque chose de fondamental en mathématiques. En particulier à partir du moment où la mathématique est reprise et transformée par les Grecs anciens, avec leur amour de la vérité, leur amour du discours, leur amour de la preuve. On peut dire qu'avant la Grèce antique, la mathématique, ça consiste à faire des calculs pratiques, des bonnes recettes importantes pour résoudre des problèmes tels qu'on les voit sur les papyrus égyptiens. À partir de la Grèce antique, ça devient l'art de faire des démonstrations, de faire des preuves qui établissent la vérité, à partir de postulats qu'on admet eux-mêmes comme vrais. Et quand on regarde la démarche d'un Euclide, c'est exactement ça, établir la vérité au moyen de raisonnement logique. Albert Einstein a déclaré en parlant de la mathématique que c'était une science supérieure à toutes les autres parce que les vérités qu'elle établit sont éternelles et ne souffrent pas de discussion. Et de fait, ce qui a été démontré par Euclide est toujours vrai aujourd'hui. Aucune autre science n'a comme ça pu traverser les millénaires sans être remise en question de façon considérable. Et bien sûr, c'était vrai à l'époque d'Euclide, c'est resté vrai bien plus tard dans un ouvrage connu de philosophie des sciences. Henri Poincaré, au tout début du XXe siècle, La valeur de la science, nous dit « La recherche de la vérité doit être le seul but de notre activité. C'est la seule fin qui soit digne d'elle. La seule fin. » Et cette fin, elle vient, aux yeux des mathématiciens, avec une exigence considérable. Rien n'est trop beau pour la vérité. Prenez le problème ouvert,
la question la plus célèbre de toute la mathématique. Elle s'appelle l'hypothèse de Riemann. Je ne vais pas dire ici exactement de quoi il s'agit, mais elle porte sur certains nombres qui sont les zéros de la fonction de Riemann, une certaine propriété qu'il doit vérifier. Ces zéros, il y en a une infinité, c'est racines de la fonction de zeta. Elle doit vérifier une certaine propriété, et cette propriété, on a vérifié qu'elle était vraie sur plus de 10 000 milliards d'exemples de ces racines. Pourtant, la propriété n'est toujours pas considérée comme démontrée. Ça reste une hypothèse. Aux yeux d'un mathématicien, 10 000 milliards d'indices concordants et pas un seul contre-exemple, c'est pas pour autant une démonstration. Il n'y a aucune science dans laquelle on a une telle exigence de rigueur et dans laquelle on se dit, même après 10 000 milliards d'indices, qu'il manque la preuve définitive qui exclut le fait qu'il en reste un quelque part qu'on aurait oublié, une racine qui échappe à la théorie. Ça, c'est pour la vérité. Maintenant, le rapport avec la beauté, il est moins évident et ça paraîtra clair, vu de l'extérieur, que la mathématique est en quête de vérité, moins clair forcément qu'elle est en quête de beauté. Et pourtant, là aussi, c'est une idée ancienne. Vous avez un discours d'Aristote qui vous dit que les caractéristiques fondamentales de la beauté sont la précision, l'ordre et la commensurabilité. On a l'impression qu'il parle de mathématiques et de fait, dans la suite de son discours, il dit que c'est précisément pour ça que la mathématique est la forme de raisonnement la plus belle. Cette idée de beauté, elle a traversé les millénaires. Elle est présente dans nos conversations. Régulièrement, quand un sociologue ou un photographe, par exemple, se retrouve en immersion dans un laboratoire de mathématiques pour prendre des photos, pour capturer la vie des mathématiciens et des mathématiciennes, la chose qui l'intonne le plus, c'est la façon dont revient sans arrêt dans nos conversations les mots en rapport avec l'esthétique. Une démonstration qui est belle, un lemme qui est horrible, une jolie astuce, etc., etc. Et il y a une raison pour ça, et Poincaré encore l'a bien expliqué, quand vous vous retrouvez dans un océan de possibles pour trouver le bon raisonnement, le bon argumentaire, là où il pourrait y en avoir des millions de possibles, vous devez vous fier au sens esthétique pour deviner où est-ce qu'il faut aller creuser. Et là où ça sonne bien, là où ça a l'air beau, là où les arguments semblent s'agencer harmonieusement, eh bien on va parier que c'est la bonne voie, la bonne piste. Comme si la beauté était là pour éclairer votre recherche de la vérité. C'est pas que les grands, les Aristote ou les Poincaré, c'est tout le monde qui raisonne plus ou moins comme ça, consciemment ou pas. Et parfois, le point de vue de la communauté mathématique sur ce qui est vrai ou pas se détermine en fonction de si ça semble, si c'est beau ou pas. Un exemple célèbre, toujours pour parler de Poincaré, la conjecture de Poincaré, là aussi je ne vais pas essayer de dire exactement de quoi il s'agit, mais c'est l'un des grands problèmes célèbres de la géométrie, énoncé par Poincaré au début du XXe siècle, résolu par Grégory Perelman au début des années 2000. Ça lui a valu la médaille Fields, c'était un accomplissement extraordinaire. Et cette conjecture, pendant cette hypothèse de Poincaré, cette conjecture de Poincaré, longtemps après que Poincaré l'avait énoncée, on ne savait pas trop s'il fallait la prendre au sérieux ou pas, si elle devait être vraie ou pas, peut-être vraie, peut-être fausse. Et un jour, le regretté Bill Thurston, mathématicien de génie, est arrivé en montrant que si la conjecture était vraie, alors elle pouvait s'insérer dans une autre conjecture plus grande, plus générale, d'une beauté tellement éblouissante qu'elle devait forcément être vraie. Il n'a pas démontré sa plus grande conjecture, il n'a pas démontré Poincaré, il a démontré quelques cas particuliers, mais la vision qu'il proposait était tellement belle que ça a convaincu à peu près tout le monde. Tout le monde s'est dit Thurston doit être dans le vrai, tellement ce qu'il propose est beau, et Poincaré aussi par voie de conséquence. Et c'était effectivement le cas. Alors, ici, tout ça pour vous dire que la vérité, la beauté sont associées dans le champ mathématique, que cette recherche de vérité absolue, elle est là depuis des millénaires pour les mathématiciens, et pourtant, et ça sera on va dire le héros de cet exposé, de ce bref exposé, et pourtant, je vais vous parler d'un moment au début du XXe siècle, où ce qu'on croyait de plus fondamental sur la notion de vérité s'est retrouvé ébranlé complètement, aussi bien en mathématiques qu'en physique théorique, d'une façon qui était totalement inattendue, révolutionnaire, qui a entraîné de grandes découvertes, qui s'est avérée extrêmement féconde, et qui a entraîné une grande beauté aussi dans les théories qui sont venues accomplir ces bouleversements. Ces bouleversements qui étaient exactement concomitants, c'était ceux de la logique du début du XXe siècle et de la mécanique quantique du début du XXe siècle. Et on va vous parler de ça. Avant, je voudrais faire deux mises en garde.
Bien sûr, on avait en tête depuis longtemps qu'on ne pouvait pas demander le même degré de rigueur dans toutes les sciences, et qu'en particulier, en sciences humaines, il y avait différentes notions de vérité, qui avaient de la subjectivité jouant un rôle très important. Comme disait Montaigne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ou le contraire peut-être. On avait bien ça en tête et ça s'invite encore toujours aujourd'hui. Dans l'actualité, parfois de façon très triste, les événements humains, on le sait bien. Il y a une vérité comme ceci, une autre comme cela, et on ne cherche pas à avoir une vérité absolue. Mais on avait en tête depuis un certain temps que le domaine des sciences exactes, il était quand même un domaine où on pouvait décider de ce qui était vrai ou pas. Et puis, il y a une autre mise en garde que je dois faire. On avait en tête aussi, depuis le début du XVIIe siècle, que parfois, la vérité scientifique, elle peut être contre-intuitive, paradoxale, et parfois même fausse en un certain sens au regard de notre expérience. Par exemple, on apprend au lycée le principe d'inertie de Galilée, qui vous dit que quand vous avez une bille posée sur une table parfaite, vous lancez la bille avec une petite pichenette, et la bille continue jusqu'à la fin des temps. Évidemment, c'est faux. Mais dans un monde idéal, soumis aux lois de Galilée, soumis au principe d'inertie, dans lequel il n'y a pas de frottement, dans ce monde idéal simplifié, ben oui, ça serait vrai. Et donc, on comprend que si on ne voit pas la bille continuer jusqu'à l'infini, c'est dû au fait que dans notre monde, il y a les grands principes fondamentaux et beaucoup de choses parasites complexes qui viennent en plus, comme les frottements. Mais l'histoire dont je vais vous parler, c'est pas de ça qu'il est question. C'est une histoire dans laquelle, précisément, on a voulu aller jusqu'au fondement, aux modèles les plus absolus, les plus purs, l'essence platonicienne, si vous voulez. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait un problème avec ce qui était vrai et ce qui était faux. Et je vais vous parler de cette aventure. Et comme je vous le disais, je vais me concentrer donc sur deux révolutions qui ont eu lieu en même temps, en gros dans la période 1900-1930, avec des ramifications bien au-delà, simultanément en mathématiques et en physique. L'une et l'autre annoncées par des incidents, des anomalies, comme si vous aviez, et qui ont mené, ces incidents, ces anomalies, qui ont mené à des révolutions. Un peu comme si vous aviez un grand mur, il y a une petite craquelure, vous constatez la craquelure, vous vous dites je vais la réparer en mettant un petit coup de ciment sur la craquelure, et puis vous vous rendez compte qu'il faut refaire tout, y compris les fondements de votre mur. C'est ça qui s'est passé, d'une part en logique, d'autre part en mécanique quantique. On va commencer par la logique. Vers 1900, Russell, un des grands mathématiciens et philosophes du XXe siècle, tombe sur un paradoxe logique qui semble mettre à bas toute la théorie des ensembles, le langage dans lequel les mathématiciens, depuis des décennies, exprimaient leur théorie. Le paradoxe, il est tout simple. Et on peut le dire avec les mots simples de la théorie des ensembles. Considérons l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. C'est une variante, si vous voulez, en langage des ensembles, du paradoxe du menteur qui dit « je mens » et on ne sait pas s'il ment ou s'il dit la vérité quand il ment. Ben là, l'ensemble, si on regarde, si l'ensemble s'appartient à lui-même, alors par définition, il doit ne pas s'appartenir. Mais ça, c'est impossible. Ou s'il ne s'appartient pas, alors par sa définition, il doit s'appartenir. Mais ça, c'est impossible aussi. Donc cet ensemble, de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas, il n'existe pas, on ne comprend pas. Pourtant, on l'a écrit avec des mots qui sont ceux de la théorie des ensembles, alors qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il a fallu du temps, des efforts, de l'énergie, de la foi dans les mathématiciens pour reconstruire les bases de leur discipline, pour surmonter ces paradoxes. Ça a pris des décennies. Vous retrouvez cette aventure narrée de façon remarquable dans la bande dessinée Logicomics. Russell est un des héros, vous le voyez par exemple avec son collègue Whitehead, occupé pendant des années à trimer sur un ouvrage qui doit reconstruire les fondements de la mathématique, qui s'appelle Principia Mathematica, qui publie à compte d'auteur parce que personne ne veut le publier. Au bout de quelques centaines de pages, ils arrivent à démontrer finalement que 1 + 1 = 2. Vous voyez l'espèce de délire dans lequel on se retrouve. Et puis, c'est une histoire qui continue avec une galerie de personnages hauts en couleur. Wittgenstein n'est pas le moins haut en couleur de l'histoire. Vous avez dans la foulée Kurt Gödel, qui arrive, peut-être le plus grand logicien de l'histoire, autrichien, qui arrive et qui démontre, dans les années 30, que, voilà, quelle que soit la théorie mathématique, en fait, les axiomes, les postulats qu'on se donne, les règles qu'on se donne, il existera toujours des énoncés qui sont vrais et pourtant impossibles à démontrer. Ça, c'était la révolution. On avait en tête que, précisément, et c'était le cas depuis Euclide, pour savoir si quelque chose est vrai, c'est quelque chose qu'on arrive à démontrer. Et là,
vers les années 1930, ça tombe complètement à bas. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle continue par exemple avec un Paul Cohen, là aussi l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, médaille Fields et tout ce que vous voulez, qui travaille sur un des problèmes qui tenait le plus à cœur aux mathématiciens à l'époque. Est-ce qu'il existe un infini plus grand que l'infini dénombrable, celui des nombres entiers qui sont en quantité infinie, et plus petit que l'infini du continu, l'infini des nombres réels. Ils sont aussi en nombre infini, mais il y en a plus que des nombres entiers. Est-ce qu'il y a un infini intermédiaire entre ces deux infinis? C'était un problème extrêmement célèbre, et tout le monde savait que si vous démontriez qu'il n'y en avait pas, vous aviez la médaille Fields. Si vous démontriez qu'il y en avait un, vous aviez la médaille Fields. Paul Cohen a démontré que c'était ni l'un ni l'autre. Impossible de savoir, impossible de démontrer qu'il existe ou pas un infini intermédiaire. C'était la révolution là encore. Dans sa preuve, Cohen introduit aussi quelque chose qui est très étrange. Il transforme les valeurs vrai-faux, on a l'habitude de penser à vrai-faux comme 0,1, comme en informatique, en des variables continues qui peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. C'est un artifice mathématique, mais c'est un peu comme si on avait des énoncés qui sont à moitié vrais, en partie vrais, probabilistiquement vrais. Et bref, c'est un chamboulement complet de la notion, de l'histoire, de ce qu'on peut considérer comme démontrable. Il a fallu temps pour surmonter ça. J'arrête là mon histoire sur la logique pour vous dire que, dans le même temps, les physiciens, eux, étaient en proie à d'autres tourments. Et ces tourments, ils venaient aussi d'un autre paradoxe, ça s'appelle la catastrophe ultraviolette, je ne vais pas rentrer en détail, certaines lois physiques relatives au rayonnement et à l'énergie qu'on n'arrivait pas à expliquer quand on regardait les très hautes fréquences. Ultraviolettes, parce que les très hautes fréquences dans le domaine de la lumière, c'est l'ultraviolet. Et au début des années 1900, des gens comme Planck, puis Schrödinger, puis Heisenberg et d'autres, puis Einstein, montrent qu'on peut surmonter ces paradoxes à condition de tout chambouler dans la vision qu'on a des grandes quantités de la physique. L'énergie qu'on pensait comme quelque chose de continu, il faut la remplacer comme quelque chose de discret, avec des petits paquets d'énergie, les fameux quanta, qui ont donné leur nom à mécanique quantique. La position qu'on pensait comme quelque chose d'absolu, il faut le remplacer par quelque chose de diffus. On se disait, un atome, par exemple, ça occupe une position, un électron, ça occupe une position bien précise dans l'espace. En fait, non. Dans la vision de la mécanique quantique, celle qui est construite par les Schrödinger et Heisenberg, c'est comme si on avait seulement une probabilité de présence de la particule, de l'électron, à travers tout l'espace. Et en fonction de l'expérience qu'on va réaliser, l'électron va se retrouver plutôt ici, ou plutôt là. En fonction de l'expérience qu'on fait, le résultat de l'expérience pourra être différent. La lumière pourra être, en fonction des conditions d'expérience, de nature ondulatoire, se propageant, ou de nature physique, comme des particules, les photons qui avancent comme des particules. Et on se retrouvera là encore avec des interrogations phénoménales. Est-ce que cette vision complètement différente, elle représente la réalité? Est-ce que c'est la réalité? Ou juste un artifice? Est-ce que la réalité vient avec des positions, des vitesses qui existent vraiment indépendamment de l'observation? C'était la position d'Einstein. Ou est-ce que ça n'a pas de sens de considérer que ces différentes choses existent indépendamment de l'expérience? C'était la position de Bohr. Ce dialogue, se discute, cette dialectique entre Einstein et Bohr sera l'un des grands dialogues philosophico-physiques, si je puis dire, du XXe siècle. Fondé complètement là aussi sur le probabilisme, le formalisme mathématique et savoir si ce formalisme représente la réalité ou si c'est un artifice de notre connaissance. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux grands débats? L'un et l'autre y portaient sur la question de savoir ce qui est vrai ou faux, savoir ce qui est démontrable, ce qui peut être connu dans la mécanique quantique. Après cela, avec le principe d'incertitude de Heisenberg, il y a des choses que vous pouvez connaître et d'autres que vous ne pouvez pas connaître. Vous ne pouvez pas connaître à la fois certains aspects de la réalité et d'autres. Ces deux débats, comme je vous l'ai dit, ils ont été exactement concomitants, même si ça semblait être une coïncidence. Et puis, ces deux débats, ils sont venus avec des recherches et des conséquences fascinantes. Pas seulement théoriques, aussi des conséquences très pratiques. Du grand débat sur la logique est née toute l'informatique, avec des auteurs comme Alan Turing,
qui a baigné dans le grand débat sur la logique, sur la démontrabilité. Un des grands faits de gloire de Turing, par exemple, avant qu'il se mette à travailler sur les machines, sur les ordinateurs, c'était d'avoir démontré que, étant donné un énoncé mathématique, il est impossible de savoir a priori si on peut le démontrer ou pas. Et puis, ces considérations extrêmement théoriques se sont retrouvées inhérentes, sous-jacentes au développement de l'informatique moderne. Mais la mécanique quantique aussi. Derrière tout le grand dilemme qui reste sur la perception de la réalité, il s'est avéré qu'il était extrêmement utilisable. On n'a pas, aujourd'hui encore, il reste des zones d'ombre en mécanique quantique. On est un peu, si vous voulez, comme dans la fable bien connue du rabbin qui doit résoudre un cas où il y a une dispute entre deux personnes, une dispute compliquée. Au premier, il dit qu'il a raison après l'avoir écouté. Au deuxième, il dit qu'il a raison aussi après l'avoir écouté. Il y a une autre personne qui lui dit « Tu peux pas dire aux deux qu'ils ont raison parce que leurs positions sont incompatibles. » Et il répond à cette autre personne « Oui, toi aussi, tu as raison. » On est un peu comme ça aujourd'hui face à la mécanique quantique, entre savoir si la réalité existe ou n'existe pas, et pourtant ça fonctionne. Ça fonctionne au sens où toute l'informatique moderne repose aussi sur des questions, sur des concepts qui sont liés à la mécanique quantique. Et demain, quand nous aurons les ordinateurs quantiques, je dis demain, c'est peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50, ce sera la réunion, si on veut, de ces grandes interrogations que j'évoquais dans un seul objet, éminemment plein de mystères et éminemment efficace. Ici, je vous ai parlé de choses qui ont changé le rapport des scientifiques à la notion de vérité, de vrai ou de faux au XXe siècle. Maintenant, il est important en même temps de cerner ce débat et de le garder pour ce qu'il est. Un débat scientifique qui a trait à certaines questions et qu'il ne faut pas prendre comme un prétexte pour envahir tout le reste. La plupart des questions, si on ne sait pas les trancher, c'est pas parce qu'elles sont indémontrables ou qu'elles reposent sur l'incertitude, c'est juste parce qu'on n'est pas assez bon pour les trancher, ou que le problème est trop complexe. Dans la plupart des cas, et c'est le cas, j'en suis convaincu, pour les problèmes que j'ai pas réussi à démontrer, c'est pas une question intrinsèque, c'est bien une question des efforts que nous devons mener. Et en aucun cas, ce rapport nouveau à la vérité ne doit nous amener à relativiser les choses ou ne doit nous donner des excuses pour éviter d'approfondir l'étude scientifique. Dans les grands problèmes d'aujourd'hui, que ce soit les grandes conjectures mathématiques qui restent, ou les grands débats scientifiques, les grands débats techniques qui influent sur la société, les grands débats sur l'environnement, par exemple, c'est bien la recherche de la connaissance et de la vérité qui doit toujours nous guider. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Villani. Plein de commentaires sur le fil Zoom pour vous remercier de la manière dont vous êtes didactique et dont on peut vous comprendre facilement. J'ai égoïstement, moi, une première question et après, j'ai 3 questions, je crois, de l'audience. J'ai une question qui est... J'ai l'impression qu'il y a un moment où vous l'avez bien montré, ce qu'on pensait établi comme vérité, du point de vue des mathématiques, de la logique et de la physique bascule, et notamment de la logique. J'ai l'impression que le moment où ça bascule, je suis pas sûre que ce soit un beau moment, en fait. Est-ce que c'est un beau moment ou pas? Parce que vous disiez notamment, bon, on est dans quelque chose qui est peut-être un artifice quand on réfléchit à l'infini, enfin, on pose un artifice mathématique pour voir les choses sous une autre perspective et trancher entre les deux possibilités qui donnent la médaille Fields. Quoi qu'il arrive, est-ce que ce moment où on change de paradigme ou de perspective, il doit aussi être beau pour qu'on continue dans cette recherche et cette quête de la vérité? Ici, d'abord, il y a un débat sur la nature de la beauté en mathématiques. C'est une notion éminemment subjective. Juste pour les besoins de la caméra, vaut mieux que je vous regarde, vous, Yael, ou la caméra? Regardez la caméra, je crois. Mais... Allez, la caméra. Sinon, je vais... En premier, il y a un débat sur ce que c'est que la beauté. C'est très subjectif. Ce qui semblera beau à certains mathématiciens ne semblera pas très beau à d'autres. Mais très souvent reviennent dans cette notion de beau la notion de quelque chose d'inattendu, la notion de la relation entre certains objets et d'autres, hein, un peu comme cette commensurabilité dont nous parle Aristote. Et puis, donc dans l'inattendu, je dirais très, très cher au cœur des mathématiciens, quand vous travaillez dans une direction et vous vous rendez compte que ça donne des implications sur le débat, sur un autre débat sans que vous y attendiez, ou que ça génère d'autres questions. Et c'est bien ce qui s'est passé, je vais dire, dans ce basculement logique. Certes, il y a eu un moment, effectivement, de confusion. Il y a eu un moment où c'était un bazar, si je puis dire, phénoménal, savoir sur quoi reposer la logique. Je vous recommande encore
ce roman en bande dessinée Logicomics, centré autour de Russell. Et vous voyez bien les tourments dans lesquels il se retrouve. Vous voyez aussi les grands débats. Wittgenstein qui un jour dit à Russell « Notre dernier espoir, c'est votre théorie » et qui, quelque temps plus tard, se ravise, lui envoie une lettre pour écrire que sa théorie, le truc la plus atroce, la plus immonde qui ait jamais été, et ainsi de suite. Donc, il y a clairement un moment de confusion. Mais ensuite, quand arrive, par exemple, cette réponse de Cohen qui dit « Finalement, on ne peut pas le démontrer ». Et on ne peut pas le réfuter, le fait qu'il y ait un cardinal intermédiaire entre ces deux notions d'infini. C'est indémontrable. Ben, quelque part, oui, on se dit que c'est beau, c'est complètement inattendu. Voilà une réponse surprenante, bien plus intéressante. Elle doit déboucher sur quelque chose d'autre encore. Et de fait, ça a débouché encore sur d'autres techniques et sur d'autres questions. Ou quand on regarde a posteriori, c'est ce moment de confusion de la mathématique, le fait que la logique moderne en est découlée, le fait que l'algorithmique moderne, le fait que l'informatique moderne y ait pris son inspiration, on trouve ça extrêmement beau. Ces allers-retours entre le théorique et le pratique. Je vous parlais de la vie d'Alan Turing. Sa vie il y a eu plusieurs périodes. Donc sa première période, pour caricaturer, où il s'intéresse à ces questions de logique très fondamentales. Puis cette deuxième période où il se retrouve en particulier dans le tourbillon de la guerre, prêt à travailler sur des problèmes extrêmement concrets où il faut résoudre à toute vitesse, où l'efficacité prime sur l'exactitude. Puis ensuite, il y a encore le développement de l'informatique moderne, l'intelligence artificielle. Dans une dernière phase, il y aura son travail sur la morphogénèse, comment les équations qui régissent le vivant, on peut les comprendre, ainsi de suite. Et à chaque fois, on va dire, son expérience passée nourrit son expérience à venir, et c'est ça qui est particulièrement beau dans ce parcours. Merci beaucoup, M. Villani. Je vais peut-être condenser les autres questions qui sont je suis toujours bavard, je connais ça. C'est très bien, mais elles vont toutes un peu dans le même sens, en fait. On a le nombre, les mathématiques, on a la beauté, et on a Dieu, en fait, ou la transcendance. Et alors, c'est Raymond Harouche qui cite Isaac Newton et voulait que vous réagissiez à ça. Mais évidemment, on a envie de vous faire parler à par-delà les mathématiques, cette vérité. Est-ce qu'il y a autre chose? Combien il est contraire au dessein de Dieu que la vérité de sa religion soit aussi évidente et claire pour tous les hommes qu'une démonstration mathématique. Voilà, donc c'est ça la citation de Newton à laquelle... Combien il est contraire au dessein de Dieu que la vérité de sa religion soit aussi évidente et claire pour tous les hommes qu'une démonstration mathématique. Très intéressant. Je pense que ça condense un petit peu une série de 5 Newton est un personnage fascinant, mystique. Il a toute une période dans sa vie où il est passionné d'alchimie. Et il ne fait pas la distinction. Enfin, il y a ces raisonnements mathématiques qui sont très rigoureux. C'est intégré dans un ensemble où ces questions religieuses, les questions métaphysiques, les questions de trouver un sens dans le monde sont fondamentales pour lui. Il nous rappelle d'ailleurs, un peu à l'image de la science mathématique, qui est probablement issue, disons, beaucoup de gens le pensent, de la sorcellerie. Au tout début, bien avant que ça soit mis en forme dans l'Égypte ancienne, par exemple, ou dans la Babylone antique, par la volonté de pouvoir agir sur le monde et comprendre le monde à travers quelque chose de mystérieux, quelque chose de miraculeux, avec le nombre donnant comme un pouvoir sur le monde. Et évidemment, ce que vous évoquiez, nombre, beauté, Dieu, sont des choses qui résonnent très fort chez un auteur comme Newton et chez d'autres. Je vous ai dit que les mathématiciens étaient très sensibles à la notion de beauté, sont aussi, en moyenne, si on en croit les études sociologiques, ceux qui sont les plus croyants, globalement. Contrairement aux biologistes, qui sont les plus mécréants, d'un certain sens. Je dis ça avec de gros guillemets. Et peut-être c'est associé aussi à l'objet de leur étude. En mathématiques, on passe son temps à se demander quelles sont les lois fondamentales qui régissent l'univers, donner un sens au monde. En biologie, on passe son temps à déconstruire, décortiquer et chercher une logique mécaniste, si on veut, derrière quelque chose qui semble mystérieux au départ. Merci infiniment. Je regrette de devoir arrêter là. Mais il faut, voilà, il y a un programme et il faut... Ça viendra toujours. Merci. Et comme dans Judaïsme en mouvement, on est là sur des sujets qui restent en mouvement et dont on aura l'occasion de reparler. Merci beaucoup, M. Villani.